Merci d'être là. Merci à tous d'être là. Nous sommes heureux, comme je l'ai dit, le CONIF, le Conseil des Nigériens de France, dont je suis le vice-président, est honoré aussi de présenter le livre de notre ami et compatriote Maman Oumarou, que vous voyez là à l'écran. Donc, ce livre qui est intitulé Les chantiers de la vie aux éditions Baudelaire. Comme je le disais, vous pouvez vous le procurer à l'adresse aux liens qui ont été diffusés par le CONIF. Et ce livre, comme je l'ai dit aussi, peut être vraiment un livre de chevet parce que vous en aurez besoin tout au long de votre vie. Je pense que c'est le cas Momana, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, Momana que vous voyez ici, je ne veux pas dire, je ne veux pas être très dithyrambique, je vais juste rappeler que c'est un compatriote, c'est un scientifique à la base, diplômé de l'école des mines de Paris en sciences et génie des matériaux. Il a d'abord travaillé donc dans le nucléaire et la chimie pendant une dizaine d'années. Voilà, donc après, il a créé son propre cabinet. Il a changé de vie, comme on dit, en créant donc son cabinet qui s'appelle BX, BX ou BX Consulting, pour proposer en fait une approche de l'ergonomie de la performance. Voilà, ça c'est un vaste programme. Et le but étant d'aider donc le maximum de personnes et de structures à obtenir plus de résultats dans leur vie ou dans des domaines qui sont réputés théoriques comme le leadership et la stratégie. Voilà, donc ça peut être dans beaucoup de domaines comme la confiance, la gestion du temps, la négociation, même la gestion du conflit, j'imagine. Voilà, donc Mamadou Marou, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le leadership et la stratégie, donc ça intéresse autant bien, aussi bien donc les entreprises que même les individus. Donc voilà ce qu'il faut dire sur notre ami Mamadou Marou. Je pense qu'on aura plus de temps encore pendant donc cette entrevue de mieux le connaître, de mieux le cerner à travers ce livre, Le chantier de la vie. Voilà, je pense que si on pouvait éteindre les micros à la base, il y a tellement de bruit qui... Voilà, donc merci à tous et merci Maman d'être là, de nous avoir accordé ce petit entretien, cette entrevue avec les compatriotes des quatre coins du monde. Je voulais d'abord savoir pourquoi ce choix de vie, cette reconversion, comme on peut le dire, il faut dire que vous évoquez des pans de votre vie dans ce livre. Est-ce que exact? Merci Lalo, merci vraiment pour cette belle introduction. Et je vais dire aussi bonsoir à tout le monde avant de répondre à ta question. Je suis très heureux aussi et merci merci au CONIF pardon, pour cette occasion dont tu es le vice-président et Adam. Merci à tous. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a quelques pans de la vie que j'ai voulu souligner, mais j'ai pas voulu qu'il soit un livre autobiographique pour la simple raison que je pense que tout modestement, peut-être que c'est pas le temps de dresser l'autobiographie, je pense. Il y a encore du chemin, il y a encore beaucoup de choses à construire et à apprendre. Donc, mais malgré tout, au début, j'ai parlé sur quelques pages de comment cette reconversion m'est arrivée, en fait. Donc là, je parlais de notamment la séquence où j'ai démissionné d'un travail que j'aimais énormément, un travail qui était très intéressant, très inspirant. Mais malgré tout, à un moment de la vie, je sentais la nécessité de faire ce qu'on peut appeler la bascule, en fait, de changer. Et dans le livre, je parlais de deux dimensions dans lesquelles chaque personne va se trouver à un moment de sa vie. C'est que j'ai appelé la phase de découverte et la phase de renaissance. Et la phase de découverte, je disais que c'est là où on apprend tout, et la phase de renaissance, c'est là où on utilise tout ce qu'on a appris pour passer à un autre niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc oui, il y a un pan de la vie et la raison de la bascule, je pense qu'on va avoir l'occasion de l'aborder tout au long de la discussion. D'accord, merci. Et puis, je rappelle à tout le monde, donc à tous nos éditeurs là, qui sont là en ligne, ils peuvent poser des questions. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Et Maman va répondre à toutes les questions, effectivement. Que vous ayez lu ou pas le livre,
Vous savez, ce livre, comme je l'ai dit, vraiment doit être un livre de chevet que vous devez l'avoir, mais vraiment juste à côté de vous, hein, à côté de votre lit, parce que ça peut vous servir tout au long de votre vie. Et voilà, donc il y a des cas spécifiques que vous allez voir qui vont effectivement donc vous interpeller. Et hop, vous ouvrez le bouquin, vous allez voir là où vous manquez de discernement, là où vous manquez de confiance, là où vous manquez d'estime en vous-même. Et là-dessus, je pense que ça nous concerne tous. Donc, nous avons aussi souvent ce manquement-là dans nos vies. Voilà, donc, puisque vous nous avez dit effectivement donc cette reconversion-là, il faut dire que vous étiez dans une grande société, vous étiez scientifique là-bas, vous étiez très bien apprécié, et la société aussi, le directeur général, l'adjoint aussi, vous ont mais vraiment bien apprécié. Vous avez même eu une sorte de promotion hein, lorsque j'avais lu donc une partie du bouquin. Mais malgré tout, vous partez parce que vous avez un projet de vie. Un projet de vie, voilà. Peut-être vous tendez vers cette vie de rêve dont vous dites, avec cette métaphore-là, la maison. Expliquez-nous tout ça, maman. Très bien. Donc, effectivement, tout se passait très bien dans une boîte. C'était une boîte américaine, en fait. Ma dernière expérience, c'est eux qui m'ont débauché de chez Areva, où j'étais dans on va dire, le nord-ouest de la France. Donc, du coup, j'étais ici à Chambéry, juste à côté de Lyon, lorsque j'avais eu cette envie et franchement, souvent, c'est inexpliqué, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a poussé à dire que c'est le moment? Je sais pas. Certains parlent de la crise de la quarantaine. Peut-être que c'est vrai finalement. Parce que c'était juste, c'est impressionnant. Je venais d'avoir la quarantaine et dans ma tête, un travail que j'aimais, que j'adorais, je sentais que non, non, c'était pas ça. Je suis pas fait pour ça. Juste, Voilà, mais sans être macho, souvent on le dit aux femmes avec la crise de la quarantaine, elles changent complètement de vie, d'orientation, etc., etc. avant, je savais pas que c'était. Excusez-moi les femmes. Donc, Allez-y. il y avait ça effectivement. Et je sentais que non, non, en fait, j'étais pas fait pour être cloîtré dans une job description. Genre, on dit que voilà ton travail, tu fais ce travail, tu fais un rapport. À la fin de l'année, on dit que tu as fait un bon travail, on te félicite, on te donne une prime. L'année suivante, tu recommences. Je sentais que c'était très facile, en fait. Si la vie était dans ce cycle monotone, ça aurait été très facile, finalement. Et quand, à ce moment venu, je sentais cette nécessité. Je savais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais je sentais cette nécessité. Et en ce moment, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux apporter de différent au monde? Parce que je sais que dans tous les cas, un jour, on va quitter ce monde-là. Est-ce qu'on va le vivre, entre guillemets, comme une sorte de spectateur? Parce que c'est comme une scène de théâtre, la vie. Donc, est-ce qu'on sera un spectateur qui va regarder peut-être les scènes et les numéros des autres, après applaudir? Ou bien on nous applaudit dans des scènes, mais en aparté, suite au travail qu'on va faire. Et je me suis dit, ou bien je vais peut-être créer une scène aussi que je vais peut-être modeler à ma façon, pour que je puisse dire que j'ai eu aussi un public qui, à la fin de la vie, va peut-être m'applaudir. En fait, quand je dis applaudir, c'est pas orgueilleux, mais c'est pour dire que oui, la scène, elle en valait le coup d'être regardée. Donc voilà un peu ce que je t'ai dit, sans que ça soit aussi métaphorique, hein, mais avec le recul, c'est le schéma que je pouvais faire. Je voulais vraiment apporter quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et Voilà, c'est tout ce qui m'a poussé. oui, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, je pense que 99% des personnes vont dire, voilà, j'ai un bon travail, j'ai un bon job, je m'y plais bien, c'est ce que j'ai aimé faire et ce que j'ai fait, ce sont mes valeurs. Et d'un coup, je quitte. Mais je pense que beaucoup vont dire, ah non, mais je préfère mieux rester donc dans ce cadre-là avec mes valeurs et continuer. Vous avez choisi, mais vraiment un chemin de traverse finalement. Absolument. Et d'ailleurs, je l'explique dans le livre, hein, c'est que ce que tu dis là est très important dans une mesure, c'est que lorsque on parle de vraiment vivre la vie qu'on veut réaliser, les Japonais l'appellent l'ikigai, ou bien centre d'excellence, ou bien centre d'intérêt. C'est-à-dire que chaque personne a un domaine dans lequel
elle va être extraordinaire, elle peut apporter quelque chose autour d'elle. Il y a des gens qui vont vivre cette expérience dans une entreprise, bien entendu. Tout le monde n'est pas appelé à quitter son travail pour pouvoir vivre, par exemple, cette renaissance dont j'ai parlé. On peut D'accord. le Nous faire. reviendrons sur la Renaissance, là. Nous reviendrons là-dessus, sur l'ikigai, là, justement. C'est très Voilà. important. Oui. OK. Allez-y. Donc, effectivement, les gens peuvent rester là où ils sont et puis vivre cette expérience. Mais dans certains cas, on est obligé de sortir de là où nous sommes parce que ça finit par devenir comme une zone de confort. Et comme je le dis dans le livre, les zones de confort sont comme des sables mouvants. Plus vous y restez et plus vous aurez du mal à vous en sortir. Et le problème quand c'est comme ça, c'est que vous allez peut-être apercevoir votre zone de renaissance, mais vous n'allez jamais y pénétrer. Vous savez que oui, quand je rentre dans ça, je vais faire des choses que personne ne peut faire peut-être à part moi. Mais vous n'allez pas y aller tout simplement parce que la zone de confort, la peur du lendemain, la peur du risque vont vous figer dans votre zone de confort et vous n'allez pas bouger. Et il y a une phrase que je dis aussi que peut-être on peut citer, la peur de perdre ce qu'on considère comme acquis va toujours vous empêcher de chercher ce que vous pouvez réellement acquérir. Donc, il y a des choses que nous considérons comme acquis, mais en réalité, c'est des faux acquis. Il suffit d'une simple décision, on le perd. Une simple signature, on ne l'a plus. Mais la peur de perdre ça, alors que ce n'est même pas un vrai acquis, nous empêche d'aller dire, OK, qu'est-ce que je peux réellement acquérir dans ma vie? Donc, il y a tout ça qui fait que des fois, on a du mal à sortir de la zone de confort. Toujours est-il qu'on peut rester là où on est et puis connaître vraiment son ikigai, son centre d'excellence et puis avancer dans la vie. Voilà ce qu'il faut dire. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent sont des salariés, donc sont des personnes quand même qui sont dans un cycle professionnel et c'est très important effectivement donc de donner tous ces cas-là, tous ces éléments vraiment de réflexion qui peuvent élever donc la personne sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais sur le plan privé aussi. Je voulais revenir, vous parler à un certain moment de ce qu'on appelle les 4 P, ce que vous avez appelé les 4 P, c'est-à-dire le personnel, le privé, le professionnel, le public. Voilà. Est-ce que comment justement concilier effectivement donc ces 4 P-là pour qu'on ait une vie de rêve, une vie aboutie, quoi, tout simplement. Absolument. Donc, ça, c'est très important comme question là, parce qu'effectivement, on touche l'un des centres d'intérêt du livre, c'est que dans beaucoup de cas, les gens ne se rendent pas compte que leur vie est pratiquement déséquilibrée. Parce que nous avons tous 4 parties dans la vie, mais très peu de gens en prennent soin. Très peu de gens essaient de cultiver les 4. Il y a d'abord l'aspect personnel, comme tu l'as dit. L'aspect personnel, c'est moi, moi et moi. Ensuite, il y a l'aspect privé. Ma famille, mes frères, mes sœurs, mon mari, ma femme, mes enfants, ainsi de suite. Ça, c'est dans la deuxième. Il y a la troisième sphère dans la vie qui est l'aspect professionnel et enfin l'aspect public, le club, le quartier, les voisins, ainsi de suite. Et donc, ces 4 dimensions de la vie, je les ai effectivement appelées les 4 P. Et je fais comme un vœu dans le livre de voir les gens essayer de trouver le meilleur équilibre qu'ils puissent sur les 4. Et ce que j'explique, pardon, c'est que dans la plupart des cas, les gens vont mettre beaucoup plus d'énergie et d'efforts sur le troisième, qui est le professionnel. Et souvent, on se justifie même en disant, oui, mais c'est pour eux que je fais tout ça. Sauf que la seule chose que les gens se rappelleront de vous lorsque vous quitterez ce monde, parce que le jour va arriver, c'est le temps que vous aurez passé ensemble. Et donc, j'explique que la meilleure manière d'équilibrer sa vie sur les 4 P, c'est d'utiliser ces ressources à bon escient. On a tous des ressources qui sont communes à tout le monde et qui sont les mêmes. Et donc, comment on va utiliser les ressources sur les 4 P, notamment la première ressource la plus importante qui est le temps. Des fois, vous allez voir des gens parmi nous qui, pour cause de travail, vont même se négliger eux-mêmes. On dort mal, on mange mal. Alors que le jour où vous ne pourrez pas, on va vous remplacer dans la minute qui suit. Mais on est prêt à se sacrifier pour un travail qui ne nous appartient pas. On est prêt à se sacrifier pour quelque chose qui est vraiment pas du tout acquis. Et donc, l'idée, c'est de se dire, écoutez, la vie, elle repose sur 4 piliers. Faites le maximum pour pouvoir
créer cet équilibre. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment le grade qu'il faut chercher pour mieux mener la vie de la rêve, des rêves, pardon. Je vais lire un petit passage du bouquin. Vous dites des échanges m'ont d'abord permis de comprendre que les problèmes ou les difficultés de la vie ont une sorte de schéma qui se répète comme un motif, indépendamment de l'âge, de la culture, du niveau d'éducation ou des croyances. D'abord, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui rencontraient certaines difficultés avaient laissé un ou plusieurs lièvres de leur vie, ce qu'on appelle donc les 4 P là. Donc, vous les appelez aussi les lièvres de la vie. Voilà, au profit d'un seul ou deux. Certains ont délaissé le personnel, le privé, le public au profit du professionnel. C'est ceux qui se tuent au boulot, comme on dit. Hein. Ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, de leur bien-être et de leur santé, ainsi que de leur famille ou de leur société. Vous dites que toute leur énergie est utilisée par le travail. D'autres, ceux qui font de la politique, par exemple, ont délaissé les 3 autres au profit de leurs activités publiques. Et ça, c'est vrai, on le voit, hein, les hommes politiques, ils n'ont même plus de vie. Il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de vie, de vie personnelle. Voilà, tout est pour les autres, effectivement. D'accord. Donc, tout cela finit par leur créer ce que vous appelez un déséquilibre, quel que soit leur niveau de vie ou leur rang social. Donc voilà, je pense que c'est très important de mettre en perspective, effectivement, donc ces 4 P-là. Absolument. Absolument. Et je l'ai vu parce que une des choses qu'on peut aussi préciser, c'est que l'idée même d'écrire le livre m'est venue suite à beaucoup d'accompagnements que je fais. J'ai rencontré des dizaines de personnes de cultures différentes, des musulmans, des chrétiens, des juifs que j'ai tous accompagnés, qui ont, depuis l'étudiant jusqu'à des managers qui ont plus de 60 ans, des gens qui sont presque à la retraite, des PDG. Et donc, toute cette richesse dans les interactions m'a permis d'avoir effectivement cette lecture que tu viens de décrire, Lalo. C'est-à-dire que lorsque je vois des gens et qu'on discute des problèmes qu'ils ont, en général, il y a un déséquilibre qui est fait sur l'un des 4 P. Pourquoi j'utilise le terme lièvre? Parce que j'aime bien défier la notion qui dit qu'on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Et dans le livre, je dis qu'on n'a même pas le choix, en fait. Mais pour peu qu'ils soient, pardon, dans la même direction. Donc, c'est à vous de faire en sorte que vos lièvres soient dans la même direction pour pouvoir les suivre, en leur mettant, par exemple, un tunnel. Quand vous avez une sorte de tunnel dans votre vie est comme une sorte de tunnel, donc elle a une direction bien précise, eh bien, même si c'est 1000 lièvres, vous pouvez les suivre. Mais lorsque ce n'est pas le cas, effectivement, on peut voir que non, je dois choisir un au détriment de l'autre. Et c'est là où malheureusement le déséquilibre arrive. Voilà, donc c'est ce que vous dites, beaucoup ne vivent pas la vie de leurs rêves. Et à travers donc ces interactions, vous êtes même tenté de faire, d'élaborer 2 catégories de personnes, 2 catégories d'individus. Ça reste ceux qui ne se contentent que ce que la vie leur offre et ceux qui demandent à la vie ce qu'ils attendent d'elle. Et elle va leur offrir, pense-t-il. C'est vraiment fabuleux, hein, ici, ce que vous dites. Donc, vraiment, je rappelle ce livre et à mettre à côté de vous, à côté vraiment un livre de chevet que vous pouvez consulter, mais vraiment que vous devrez consulter à tout moment de votre vie, parce qu'il y a pas mal de choses dont on se découvre dedans, hein, pratiquement. Hein. C'est vraiment là, vous avez fait une archéologie de la vie, si je peux le dire ainsi. Hein. Merci, Lalo. Et puis, il y a cette métaphore de la maison. Expliquez-nous tout ça, parce que moi, voilà, j'ai jamais pensé à ça. Voilà, la vie, c'est comme une maison. Voilà, dites-nous tout. Absolument. En fait, il y a plusieurs points communs. Déjà, le premier point commun, c'est l'image même du chantier. La vie est toujours un chantier. C'est un point commun, mais en même temps une différence, parce que la différence, c'est qu'une maison, à un moment, vous la finissez. Vous êtes dedans pour en profiter et vous oubliez même toutes les vicissitudes et les difficultés liées à la construction et au chantier. Eh bien, le point différent avec la vie, c'est que le chantier ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête que quand vous avez fini votre scène de théâtre, comme je dis, c'est-à-dire quand vous avez fini la vie. Donc, quand on regarde ce dont on a besoin pour construire une maison, première chose, il faut des ressources. Celui qui n'a pas les moyens ne peut pas prétendre avoir construire sa maison. Eh bien, dans la vie, il y a un parallèle avec les ressources. Dieu pour les croyants ou la nature pour les non-croyants
a donné à tout le monde exactement les mêmes ressources au départ. Tout le monde pratiquement a eu les mêmes ressources pour construire sa vie ou sa maison, on va dire, donc sa vie. Et donc, quand j'ai regardé, je me dis, waouh, attends, on a tous un compte en banque qui est plein, seulement c'est la culture ou l'éducation ou l'environnement qui fait que vous bousillez tout. Il n'y a personne qui va me dire que dans sa vie, il n'a eu que voilà, 5 heures par jour pendant toutes ces 40 ou 50 ou 60 ans. Il n'y a personne qui va dire, par exemple, qu'il n'a eu que lui 12 heures par jour. On a tous eu 24 heures, comme le dit quelqu'un, que Einstein ou Michel-Ange ou De Vinci ont tous eu 24 heures dans une journée. Par contre, le résultat qu'ils en ont fait n'a rien à voir avec nous autres. Et donc, il y a des ressources qui sont propres et communes à tout le monde, exactement comme la maison. La deuxième chose que j'ai vue pour une maison, il faut un plan. À moins que ça ne soit un petit célibatérium que vous voulez faire qui n'a pas besoin de plan, une maison a toujours besoin d'un plan. Eh bien, le plan pour la vie, c'est le rêve. Et pour faire un bon plan, il faut un architecte, un bon architecte. Nous avons tous en nous un architecte. Pour que le plan de l'architecte soit exécuté, il faut un excellent maçon. Nous avons tous quelque chose qui représente notre maçon qui est en nous. Ensuite, lorsque tout ça est fait, il faut que les murs soient solides. Pour qu'un mur soit solide, il faut une bonne fondation. La vie a sa fondation, c'est la vision. Ensuite, les briques avec lesquelles vous allez construire votre mur existent aussi dans la vie, c'est vos valeurs. Et enfin, le ciment avec lequel vous tiendrez les murs existe exactement dans la vie, c'est votre volonté. Comment elle est articulée, comment elle est formulée, comment elle est maintenue. Après, je parle des étages également. Donc, en gros, pour ne pas rentrer dans les détails, sauf si c'est la question qui l'exige, c'est que quand on regarde comment on construit une maison, c'est étrangement semblable à comment on construit une vie. Une maison qui n'a pas de fondation va tanguer au moindre coup de vent. Eh bien, une vie sans vision va connaître la même chose. Ouais, voilà, oui, Ainsi de suite. exactement. Exactement. On reviendra, mais vraiment à la fin sur euh, parce que c'est ça qui fait même l'objet du bouquin, du livre, c'est-à-dire tout ce chantier-là, donc la métaphore de la maison, etc. Je voulais revenir, donc au moment où vous avez démissionné effectivement donc de votre emploi, dont vous êtes vraiment bien, vous gagnez très bien votre vie, etc., etc. Et que même, c'est qui est rare souvent, même la hiérarchie, mais vraiment vous encensez. Vous dites que c'est comme une sorte de redécouverte, une sorte de renaissance, si j'ai bien compris. Voilà, donc il y a une seconde vie qui s'offre à vous, donc une sorte de renaissance. Euh, et là-dessus, donc, vous faites, vous convoquez cette, je ne sais pas si c'est une théorie, hein, de l'ikigai. Voilà, donc, qui est la zone d'excellence, la raison de vivre, etc., etc., avec justement donc tous les éléments de la profession, de la passion, de la mission, de la vocation. Est-ce que bon, c'est sûr que vous l'avez pris de cette manière-là, c'est une renaissance pour vous, mais est-ce que c'est une renaissance qui peut être extrapolable à tout le monde? Est-ce qu'à moi, à Adam ou à un autre, est-ce que nous pouvons justement donc percevoir le même sentiment que vous? Absolument. Donc ça, c'est effectivement l'ikigai, c'est un concept japonais, c'est eux qui l'ont créé, qui veut dire, comme tu l'as dit, en raison de vivre ou zone d'excellence. C'est que d'après leur théorie, tout le monde a une zone d'excellence ou une raison de vivre. Tout le monde a un ikigai. Seulement, comme je le dis dans le livre, c'est pas tout le monde qui aura, excusez-moi du terme, mais qui aura le courage d'aller dans ce ikigai-là, parce que ça demande toujours un sacrifice. Il est très difficile de rentrer dans sa zone d'excellence si on ne consent pas certains sacrifices dans la vie. Et donc, tout le monde là, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut juste essayer de regarder en quoi cela consiste. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, donc Lalo vient de le dire, l'ikigai, c'est l'intersection de 4 choses. La zone de découverte, en fait. La phase de renaissance, pardon. Donc, l'intersection de 4 choses. Lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, d'accord, pour lequel vous êtes payé,
Bon, lorsque vous faites d'abord quelque chose que vous savez faire et pour lequel vous êtes payé, ça s'appelle une profession. Donc, je suis payé à faire ce que je sais faire. Là, vous êtes dans le schéma de la profession. Lorsque le même travail pour lequel vous êtes payé et que vous savez faire, lorsque vous aimez le faire, vous rentrez dans la passion. Parce que vous aimez, ensuite vous êtes payé. Lorsque le même travail, pour suivre le bon sens dans le livre, pour ceux qui l'ont sur les yeux, lorsque le même travail que vous faites, je vais le... Donc, la troisième étape, c'est la mission Voilà. et Lorsque la vocation. le même travail, absolument, lorsque le même travail que vous faites, le monde en a besoin, ça devient une mission. Et lorsque le monde en a besoin et il peut vous payer pour cela, ça devient une vocation. Donc, en gros, si votre travail rencontre ces 4 éléments principaux, c'est-à-dire que je sais le faire, j'aime le faire, le monde en a besoin et je peux être payé pour, là, vous êtes dans votre centre d'excellence, dans votre zone d'excellence, dans votre raison d'être. Et c'est difficile quand vous êtes dans votre zone d'excellence de ne pas briller, en fait. Lorsque vous faites quelque chose dans lequel vous ne brillez pas, vous n'êtes pas reconnu, il y a beaucoup de, je sais pas, beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses de ce genre, c'est que vous n'avez pas trouvé votre zone d'excellence. Mais tout Exactement. le monde en a, c'est sûr et certain. Exactement. Donc, vous dites aussi, avec les deux structures que vous avez créées, bien sûr, BX Consulting et Booster de performance, c'est comme si mon rêve commence à prendre forme et j'ai l'impression d'avoir pris mon ticket pour m'installer dans le bus de la Renaissance. Chaque élément de la phase, donc de phase de découverte, a été utile pour que je prenne cette décision. Aucun élément ni aucun choix du passé ne doit être regretté, car quelque part, il a été soit une boussole, soit un gouvernail, soit un voile ou encore la quille qui a donné le là à ma nouvelle orientation. Voilà, donc vous êtes heureux là, si je comprends. Hein? C'est vrai qu'en termes d'épanouissement, rien à voir avec le travail que je faisais. Franchement, rien à voir. Quand vous êtes entrepreneur, il y a toujours cette incertitude liée à OK, comment vous allez faire entrer des choses. Surtout que au Niger, tu l'as dit, j'ai 2 cabinets, un en France et un au Niger. Et au Niger, pardon, j'ai une équipe avec un siège, avec des salariés. Et donc, il y a toujours ce stress-là qui peut vous arriver lorsqu'il y a des mois, parce que ce n'est pas tous les mois où vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais au-delà de tous ces détails-là, franchement, en termes d'épanouissement, rien à voir. Et je me disais même que j'aurais dû ou pu prendre cette décision bien avant. Donc oui, là, je suis content puisque je fais quelque chose que j'aime bien, utiliser les démarches scientifiques pour conceptualiser certaines choses qui sont théoriques pour que les gens les comprennent mieux. Deuxième chose, j'arrive à toucher le maximum de gens et j'ai réservé une bonne partie de mon temps, de 10 à 15%, des fois ça peut aller jusqu'à 20% pour faire du pro bono. C'est-à-dire, il y a des gens que j'aide sans forcément leur demander quelque chose. Donc, c'est vrai que je travaille aujourd'hui avec des grandes sociétés au Niger et ici même, mais en termes d'épanouissement, c'est impressionnant. Eh bien voilà. Donc, et vous dites, et vous l'avez rappelé justement que c'était la quarantaine. Donc, c'était effectivement, il faut préciser qu'il n'y a pas d'âge pour faire la bascule entre la phase de découverte et de la renaissance. J'avais décidé de faire ma bascule à 40 ans. Vous dites que ma femme parlait d'ailleurs au début de la crise de la quarantaine. Là, ça ne s'adressait pas à elle, mais plutôt à vous. Et vous donnez l'exemple d'Okinawa, qui est une île japonaise, justement, où vivent énormément de centenaires. Cette bascule s'est faite en général autour de 60 ans. Eux, c'est là-bas où ils appellent ça là-bas l'âge de la Renaissance. Là-bas, la durée de vie moyenne est de 87 ans pour les femmes et environ 80 ans pour les hommes. Dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique, où la durée de vie moyenne peut être inférieure à 60 ans dans certains pays, le moment de bascule est encore bien différent. Bon, même si nous, probablement en Afrique, il n'y a pas tellement énormément de bascules qui se font, à moins qu'on soit dans l'informel. Voilà. J'imagine, hein, parce qu'en Afrique, tout le monde veut être fonctionnaire. Au Niger,
tout le monde veut être fonctionnaire et on ne veut pas du tout quitter parce qu'on a une zone de confort justement donc avec cet emploi-là parce que bon c'est l'assurance aussi voilà jusqu'à la fin de son activité. Donc je voulais revenir sur surtout les aléas parce que ça m'a beaucoup intéressé les aléas de la vie là. Lorsqu'on plonge dans son environnement c'est aussi le fameux CIRC, c'est-à-dire la cohérence, incohérence, rébellion et conflit. Cohérence, incohérence, rébellion et conflit. Voilà, donc ici, on est en train de vivre des actualités où il y a des conflits, où il y a de la rébellion. Est-ce qu'on peut aussi transposer ça bon, un peu sur l'actualité immédiate, hein, de tout ce qu'on est en train de voir donc, à travers le monde. Mais sinon, sur un plan plutôt personnel, en quoi donc ce CIRC-là est vraiment un tournant de toutes nos vies, hein, pratiquement. Excellent. C'est effectivement un élément très important. Juste si tu le permets, avant de répondre, je voulais faire une petite digression par rapport à ce que tu disais avant juste avant, tu sais, tu parlais de l'âge de la bascule. Ouais. Et tu disais effectivement, il y a beaucoup qui restaient longtemps dans le travail. Donc là, je précise que, comme on l'avait dit au départ, il y a des gens qui peuvent connaître leur zone de renaissance en restant dans le travail qu'ils font. Par contre, ils vont voir qu'ils ont l'intersection de ces quatre choses-là que j'avais citées précédemment. Mais tu as raison, la plupart des gens vont rester toute leur vie dans leur phase de découverte. Ils ne vont jamais aller explorer la phase de renaissance, très malheureusement. Pourtant, ils la voient. Ils la voient tout le temps. Ils savent que oui, il y a des gens, par exemple, qui sont excellents en commerce. S'ils y rentrent, c'est sûr que c'est une zone d'excellence qui va les faire je ne sais pas, des choses extraordinaires. Parce que quand vous êtes dans votre zone d'excellence, vous serez excellent. Il n'y a rien à dire. Mais ils savent qu'ils sont excellents dedans, mais ils ne vont pas y aller. Comme tu l'as dit, la peur, l'inconnu, la peur de quitter la zone de confort, ainsi de suite. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est juste pour dire que effectivement, c'est quelque chose qui doit nécessiter notre attention. Je reviens sur l'élément dont tu parles. Le CIRC, je l'ai appelé le cirque. Donc, le cirque, mais ça s'écrit avec C à la fin. Et donc, le cirque de la vie, nous sommes tous ou nous avons tous une des parties de notre personnalité, les 4 P là, les 4 dimensions de la vie, qui se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces 4 éléments du cycle de la vie. C'est quoi le cycle de la vie? Actuellement, tous autant que nous sommes, quand je prends votre vie personnelle, elle est soit dans la cohérence, soit dans l'incohérence, soit dans la rébellion, soit dans le conflit interne. Quand je prends votre vie privée, c'est exactement pareil. Quand je prends votre vie professionnelle, c'est exactement pareil et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une des dimensions de votre vie qui échappe à ces 4 éléments. En quoi cela consiste? Lorsque vous regardez votre attitude et votre comportement, vous pouvez le comparer, donc votre attitude et votre comportement, vous pouvez le comparer aux attentes de votre environnement. Est-ce que ma manière d'agir, est-ce qu'elle est cette manière que mon environnement, ma famille, ma culture, mon éducation attend de moi ou pas? La deuxième chose, est-ce que moi aussi j'ai la croyance de cet environnement que c'est ce qu'il faut avoir ou pas? Par exemple, je prends le cas de la patience. Imaginez quelqu'un dont dans son environnement, la patience est une vertu. Lui aussi, il croit que la patience est une vertu. Donc, il est aligné avec son environnement sur les croyances par rapport à la patience. On est d'accord? Donc, si tout ce qui lui arrive, il est patient, ça veut dire que son comportement et son attitude, elle est celle attendue par son environnement et ses pensées et ses croyances sont aussi alignées par rapport à ce que son environnement a attendu. Dans ce cas, quand vous êtes dans ce cas de figure, vous allez être dans une zone de cohérence qui vous donne plus de satisfaction, plus d'estime de vous-même et surtout moins de stress. Par contre, lorsque vous gardez les croyances de l'environnement, mais vos attitudes sont contraires à ceux attendus, malgré que vous croyez que c'est ce qu'il faut, mais vous faites le contraire, vous allez basculer dans une zone d'incohérence. Vous risquez de mentir,
vous risquez de tricher, vous risquez de toujours camoufler. J'ai pris dans le livre l'exemple de, par exemple, un homme qui a une maîtresse. Si dans ses pensées, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas bien et que malheureusement ça lui arrive, il sera dans une zone d'incohérence. Donc, il va, parce que là, il fait quelque chose qui est contre ses pensées et ses croyances. Maintenant, ce que j'explique, quand vous êtes dans une zone d'incohérence, il faut avoir un mastermind. Il faut avoir une ou deux personnes de confiance avec qui discuter. Parce que quand vous y restez tout seul, ça peut détruire vos valeurs. Et quand vous restez longtemps dans une zone d'incohérence, vous pouvez basculer dans une zone de rébellion. La zone de rébellion, c'est lorsque vous ne croyez même plus à ce que l'environnement croit ou votre culture, votre société. C'est-à-dire que vous finissez par remettre en cause la croyance de votre culture ou de votre environnement par rapport à cette chose-là et en même temps, vous agissez contrairement à ce qu'on attend de vous. Un rebelle n'a pas besoin de se cacher. Il est en confrontation directe. Il ne croit pas à tes valeurs, il ne croit pas à tes principes, il ne croit pas à ce que tu dis et en même temps, il agit contrairement à ce que tu veux qu'il agisse. Maintenant, lorsque vous commencez à agir en fonction de l'environnement, mais sans y croire, là, vous serez dans une zone de conflit interne. J'ai vu beaucoup de couples, par exemple, comme ça, qui sont dans une situation où, juste pour que, comme on dit chez nous, dans Azam Nalahia, Diamant Gorbani, juste pour ça, la femme ou l'homme va avoir des comportements et des attitudes, mais ce n'est pas parce qu'il croit, pas du tout. Et là, qui que vous soyez, vous serez dans une zone de conflit interne. De temps en temps, il y aura des choses qui vont se passer au fond de vous. Et donc, j'explique que lorsqu'on a une décision à prendre, c'est bien de regarder où est-ce que je suis dans le cercle de la vie. Est-ce que cette décision va me mettre dans une zone de cohérence, dans une zone d'incohérence, de rébellion ou de conflit interne? Et ça aide énormément à pouvoir prendre des décisions. Et cela dit, nous avons tous une des parties de nos personnalités qui sont dans l'une de ces zones. Il n'y a personne qui va me dire que tous mes 4 P sont dans la zone de cohérence. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous ne vivez pas en société. Vous vivez tout seul, peut-être perché sur une île. Et donc, tant que vous vivez avec les gens, vous aurez des choses dans la zone d'incohérence dans votre vie. Vous avez des quartiers d'incohérence dans votre vie. Vous aurez des quartiers de rébellion dans votre vie et vous aurez des quartiers de conflit interne dans votre vie. L'idéal, c'est de détecter qu'est-ce qui est dans telle ou telle zone et puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avancer malgré tout dans la vie. Voilà un peu pour ce qui est du cycle de la vie. Ok, donc vous lirez, il y a beaucoup d'exemples que vous donnez justement donc, dans le bouquin. Donc vous le lirez une fois que vous l'aurez lu, vous l'aurez acheté et lu le bouquin. Donc c'est un livre qu'on vous recommande parce qu'il est fourni de pas mal de détails, de pas mal d'exemples des gens qui vous appellent, etc. Donc sur leur vie privée, etc., etc. Je voulais revenir aussi sur la vie comme un rêve. Voilà, vous dites, est-ce que finalement, on doit penser sa vie comme voilà, un objectif comptable, un objectif comme dans une entreprise, voilà, on a des objectifs à atteindre, ben, voilà, il faut les atteindre, etc., etc. Est-ce que la vie aussi, c'est à peu près ça? Même si on le sait, hein, on a des objectifs toujours, mais est-ce que ça doit être si millimétré que ça? Peut-être pas millimétré, mais il y a une base à avoir. Déjà, tout doit commencer par un rêve. Le rêve, ça coïncide avec le plan pour une maison. Lorsqu'on n'a pas de rêve, le problème, c'est que, on le dit bien, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas là où il va, comme le dit Sénèque. Et donc, lorsqu'on n'a pas de rêve, on peut être tenté de prendre n'importe quelle situation en pensant que c'est une opportunité, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est que j'explique, quelqu'un qui a une vision qui est claire, il sait faire la différence entre une occasion et une opportunité. Celui qui n'a pas de rêve, donc il n'a pas de vision claire dans sa vie, le problème c'est qu'il peut s'embarquer dans toutes les situations qui vont lui être proposées, sachant que c'est des opportunités, et bien il va se casser la figure malheureusement plusieurs fois. Et donc la vie a besoin d'un rêve et le rêve n'est rien d'autre que la vision. Et donc, c'est ce que j'explique. Ça, c'est vraiment nécessaire, sans forcément, encore une fois, millimétrer les choses, mais on a vraiment besoin de clarifier un minimum. Et quand on dit une vision, c'est 3 choses. Il faut un but,
des centres d'intérêt, donc des chemins pour atteindre le but et des objectifs qui sont les étapes sur chaque chemin. Tant que cela n'est pas clair, ça veut dire que n'importe qui peut venir me proposer des choses et je vais croire que c'est bien pour moi, je m'élance dedans. Après, je vais peut-être perdre des plumes, je me rends compte que c'est pas bien, je sors, un autre vient. C'est-à-dire, je deviens comme le jouet des autres. Eh bien, la meilleure manière de ne pas devenir comme un jouet pour les autres, c'est de clarifier sa vision. Exactement. Et vous dites effectivement, donc, dans le rêve de la vie, chaque personne est son propre scénariste, son propre metteur en scène et l'acteur principal en même temps. Tout le reste est un décor qui peut être changé à volonté. L'imagination devient alors une puissance extraordinaire qui ne cherche qu'à s'exprimer. Chaque élément du décor qui vient rappeler que cette puissance n'est qu'un imaginaire est un facteur limitant qui doit être combattu par la répétition et la foi en la réalisation de ce rêve. Voilà. Exactement. Donc, je pense que c'est très important. Juste après, pour continuer, on a, je pense, une dizaine de minutes encore à passer ensemble avant les questions. Euh, j'ai beaucoup aimé les deux citations que tu as données en prélude au paragraphe Réveillez-vous et éclairez votre chemin. Les deux citations, c'est la citation de Paul Valéry, la meilleure manière de réaliser ses rêves est de se réveiller. Et la deuxième citation, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Voilà, je pense que là, on a pratiquement tout résumé. Hein. Donc, dans ce chapitre-là qui est très important, réveillez-vous et éclairez votre chemin. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est l'un des points principaux, effectivement, du livre. C'est qu'il ne suffit pas de rêver. Comme tu l'as très bien rappelé, c'est vrai que dans le rêve, il y a quelques précautions et préalables à prendre en compte. Dans le rêve de la vie, on ne se limite pas. On ne se dit jamais, ah oui, mais je veux ça, mais je ne peux pas parce que j'ai pas ça. Dès lors que vous mettez un facteur limitant, malheureusement, eh bien, c'est ce qui va se passer. Ça a été prouvé que ça soit dans tous les processus de développement personnel, que ça soit dans la vie même, que ça soit dans la religion, ça a été prouvé que vous avez le fruit de ce que vous vous mettez dans la tête. Donc, vraiment, effectivement, il ne faut pas se limiter dans le rêve. Si on veut devenir telle chose, il ne faut pas se dire oui, mais je n'ai pas tel diplôme. Non, non, il faut juste se dire je veux le devenir et quels sont les chemins pour y aller. Et donc, ensuite, effectivement, j'ai parlé d'éclairer le chemin. Nous avons tous des éléments qui sont des points communs sur le chemin de vie. Je les résumés en 4 points principaux. Il y a le premier point qui est ce que j'appelais la zone plate. Dans le chemin de vie, c'est la zone où vous étiez enfant et que nous étions enfants et nous n'étions pas responsables de nos actes. Ensuite, il y a les points chauds, il y a la fosse au crocodile et le cimetière des rêves. Ce sont les 4 points communs que tout le monde a sur son chemin de vie. La fosse au crocodile, c'est toutes les situations dans lesquelles on peut perdre son honneur et son intégrité et les considérations des autres. Tout le monde a des fosses au crocodile dans sa vie. Et donc, comment éclairer le chemin pour qu'on ait le moins d'accidents sur le chemin de vie? Et c'est là où j'ai parlé des 4 lanternes du chemin de vie, qui sont les croyances, l'estime de soi, la confiance en soi, non, la confiance d'abord, ensuite l'estime de soi et enfin les valeurs. Donc, ça permet effectivement d'avancer vers ce qu'on veut réaliser. Voilà, donc sur ce dernier point, avant de revenir à la confiance, tous ces éléments-là, estime de soi, vous dites dans le bouquin, nous devons alors rêver de la vie sans nous limiter par la projection des difficultés réelles ou supposées. Nous devons le faire en enlevant de notre chemin les situations qui ne nous font pas avancer. Nous devons le faire en considérant que le monde entier et l'environnement sont à notre disposition et que nous devons en faire usage sans limite comme dans un rêve inconscient. Nous le pouvons car nous sommes maîtres de nos imaginations et de nos pensées. Notre vie a alors ses premières esquisses. Le rêve est né. Voilà, donc là, vous vous donnez mais vraiment du peps pratiquement à tout le monde, j'imagine. Et vraiment, c'est un bouquin à voir, comme si vous êtes dans des difficultés, vous ne savez plus quoi faire, etc. Vous êtes un peu déprimé sur le plan professionnel, personnel, privé. Franchement, ouvrez ce bouquin-là, lisez-le, parce que il y a pas mal de petites clés que Maman donc vous donne ici.
n'est-ce pas? Absolument, Lalo, Voilà. absolument. Donc, juste pour finir, justement, donc, il y a ces éléments-là dont je voulais revenir, à savoir, donc, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, tous ces éléments qui font que, souvent, on avance dans la vie. Mais comment les avoir? Parce que souvent, on a souvent, bon, des richesses insoupçonnées en nous-mêmes, mais souvent, on ne sait pas souvent les exploiter. Comment, justement, donc, avoir justement toutes ces qualités-là, moi j'appellerais ça des qualités pour vraiment avancer dans la vie. Mhm. En fait, ce sont des choses qui se cultivent et qui se développent avec le temps. Par exemple, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a tous acquis et qui est comme une coupe qui est pleine au début de notre existence, quand on est petit, puisque la confiance en soi, je l'ai modélisée sur quatre aspects principaux. Votre confiance en soi dépend de quatre éléments. Si vous êtes sensible à ces quatre éléments, ça veut dire que votre confiance en soi, elle est basse. Si vous n'êtes pas sensible à ces quatre éléments, votre confiance en soi, elle est haute. Le premier, c'est les critiques. Le deuxième, c'est le regard des autres, ce qu'ils imaginent de vous et leurs sentiments. Quand vous accordez trop d'importance à ces quatre, vous allez avoir une confiance en soi qui est basse et vous pouvez même avoir du mal à parler devant 10 personnes. Vous pouvez avoir du mal à défendre votre projet devant des gens qui vous regardent. Vous allez parler, vous allez trembler. Quand vous marchez, vous êtes gêné parce que vous pensez que tout le monde vous regarde. Donc, il y a la culture, l'éducation, la religion, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut les comprendre, il faut comprendre comment ça marche, quels en sont les mécanismes, les leviers. Et puis, c'est une amélioration continue pour pouvoir avancer dans la vie, comme tu l'as dit. Et l'estime de soi, elle s'acquiert avec le temps. Plus vous grandissez, plus nous grandissons, plus nous construisons le capital estime de soi. Et lui, il dépend de quatre éléments aussi, ce que j'ai appelé le cri intérieur. Là, je me suis inspiré des travaux d'un Américain, Stephen Covey, même si lui, il l'avait appelé confiance en soi. Donc, je l'appelle estime de soi, je l'ai expliqué dans le livre. Et là, c'est vos capacités, vos résultats, votre intégrité et votre intention. Donc, tout ça, il y a des processus. J'ai même créé une formation en ligne où il y a beaucoup de managers qui la suivent, exclusivement sur la confiance en soi et l'estime de soi, où j'explique en détail tous les clés et après, on va donner des exercices pour voir comment l'améliorer. Donc, c'est vraiment un exercice de tous les jours pour atteindre un niveau qu'on souhaite. Oui, ben vous donnez aussi un exemple aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si vous allez raconter ça ou bien je le lis rapidement. Justement, donc, il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, vous dites, pour un congrès sur les matériaux composites dans le cadre de mon ancien travail. Il y avait plusieurs experts scientifiques. Ben, si vous pouvez le raconter, je ne sais pas OK. si vous en avez ça en tête. Si, si. Donc, très rapidement, c'était pour illustrer ce que veut dire la confiance en soi, puisque des fois, les gens la confondent avec l'estime de soi. Donc, ce tome-là, quand il a été présenté, il a fait des brevets, des inventions. Et je disais dans le livre que quand il a été présenté, même le plus distrait a envie de fermer tout et de regarder parce que il est tellement énorme son parcours que vous avez envie de l'écouter. Donc, il était un homme entre, c'est plus 50-60 ou 55-60, bien coiffé, bien taillé. Il a pris le micro, il a salué tout le monde, il a commencé à parler et c'est parti. Il tremblait, il transpirait le pauvre. Il tremblait, il transpirait jusqu'à la fin. Et je disais que la seule chose que moi j'ai retenue, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. La confiance en soi, c'est la sensibilité à l'environnement qui vous entoure. Ça n'a rien à voir avec les compétences. Vous pouvez être le plus grand dans votre domaine, mais ne pas pouvoir parler devant deux personnes. Parce que vous avez interprété des choses, vous avez mis des choses dans votre subconscient, dans votre esprit, qui fait que dès que vous voulez vous adresser devant les gens, il y a un mécanisme qui va s'enclencher et vous ne pourrez pas. J'ai vu des gens qui me disent qu'ils ont tout le temps d'excellentes idées en réunion, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur, ils se disent oui, est-ce qu'on va trouver l'idée pertinente, qu'est-ce que l'autre va penser? C'est un problème de confiance en soi. Ouais, non, mais je pense que c'est très important, justement, la prise de parole en public. Même moi, j'ai des exemples un peu personnels à donner parce que c'est très important. Il y a quelques années, j'animais des émissions en radio et donc je recevais souvent des écrivains, des hommes politiques, etc., etc. Et je me suis rendu compte que souvent, ce sont des gens qui ne sont jamais passés dans les médias. Souvent, hein, certains, je dis pas tous, quoi. Mais ils ont cette difficulté, justement, donc, à enchaîner les idées sur les idées. Et très Mhm. souvent, ils tremblaient, comme tu le dis, quoi. Bah Donc, oui.
Donc, toute la question, elle est là parce qu'aujourd'hui, la prise de parole en public, aujourd'hui, nous sommes devenus des acteurs publics, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en faisant des vidéos, etc., etc. Donc, il y a quand même cette propension à s'afficher en public et il faut savoir aussi parler en public. Et c'est très important d'avoir la maîtrise effectivement de ce qu'on dit en public, ce qui n'est pas du tout évident, hein. Et l'exemple que tu donnes, il est patent de quelqu'un qui a vraiment un background très important, mais qui commençait pratiquement à perdre ses moyens devant une assemblée. Voilà. Est-ce que demain, s'il est PDG, s'il est ceci, cela, est-ce qu'il l'aura, est-ce qu'il peut justement donc assumer certaines responsabilités publiques? Ça aussi, c'est toute la grande question. Voilà, donc nous sommes un peu au bout de notre entretien. Je voulais revenir juste pour finir, pour que tu conclues sur le chantier de la vie. Lorsque tu dis que nous disposons des mêmes ressources, même si tu as répondu un peu à cette question-là, nous disposons des mêmes ressources à la base, indépendamment du milieu de la culture et de l'origine, c'est l'utilisation seulement donc de ces ressources qui font que c'est une belle maison, une belle construction ou non. Voilà, donc moi là-dessus, je voulais extrapoler sur, par exemple, le mécanisme du sous-développement dans nos pays. Là, par exemple, à la base, on a les mêmes ressources, voilà. Mais c'est après, ce sont l'utilisation qu'on en fait que nous soyons sous-développés ou pas. Absolument. Voilà. Donc, si tu peux conclure donc là-dessus sur cette importante ligne justement donc du chantier de la vie. Exactement. Donc, effectivement, avec les pays développés, on a exactement les mêmes ressources au départ. Donc, quand on dit ressources, on parle bien entendu des ressources personnelles pour le développement de chaque individu. Nous avons tous entre 80 et 100 milliards de neurones dans la tête. Ils n'en ont pas plus que, par exemple, nous qui ne sommes pas développés, les pays développés, j'entends. On a tous 24 heures dans une journée, mais globalement, pourquoi certains, bon, on peut, on peut invoquer beaucoup de raisons géostratégiques ou politiques, on n'en est pas là. Mais quand on prend la dimension personnelle, la raison principale qui fait qu'on n'a pas les mêmes résultats avec les autres, elle est vraiment au niveau de l'utilisation des ressources que nous avons. Et parmi ces ressources, je vais parler de deux rapidement pour m'arrêter là. Ce sont quatre éléments. On va laisser les gens découvrir ces éléments dans le livre, mais juste parler des deux premiers. Le premier, je l'ai évoqué, c'est le temps et le deuxième, c'est l'attention. Donc, comment vous utilisez votre temps et votre capital attention dans votre vie, c'est vraiment fondamental pour construire votre vie. Et toute la différence entre deux personnes qui réussissent peut être à ce niveau, en fait. Il y a d'autres éléments, bien entendu, comme au niveau du mental, dont j'ai parlé dans le livre, mais le temps et l'attention sont fondamentaux. C'est avec le temps et l'attention que vous créez la connaissance, que vous créez l'expertise, que vous créez énormément de choses, même l'amour. Si vous vivez avec quelqu'un, vous ne lui donnez pas votre temps et votre attention, eh bien, vous pouvez vivre 100 ans. Vous n'allez pas vous aimer. C'est impossible. Si vous lui donnez votre temps, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps ensemble, mais pas votre attention. Donc, vous êtes tout le temps, comme nous les hommes, on l'adore être tout le temps sur les téléphones. Eh bien, vous allez vous rendre compte du résultat tout seul. Si vous lui donnez votre attention, vous l'appelez tout le temps, chérie, comment ça va, mais vous n'avez pas son temps, vous n'êtes pas présent, difficile de créer l'amour. Donc, il y a même Idriss Aberkan qui appelle ça l'équation de l'amour. Le temps fois l'attention. Donc, les deux ressources-là, comment on les utilise, c'est fondamental. Il y a beaucoup qui donnent ces deux ressources, encore une fois, à leur travail professionnel seulement. Et donc, si on veut créer, par exemple, le cadre privé, j'ai des parents, je me dis, bon, OK, je vais leur donner, je ne sais pas, 10 minutes par mois, par exemple, où je vais appeler pour garder le contact. Donc, là, je donne mon temps, je donne aussi mon attention, je prends des nouvelles, ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte des résultats. Ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, si on extrapole effectivement à l'échelle des pays, on peut se rendre compte que cette utilisation, elle est malheureusement l'une des causes. Regardez les enfants dans les pays développés et regardez les mêmes enfants dans les pays sous-développés. Dans certains pays, déjà l'enfant, quand il se réveille, on sait ce qu'il il va faire ceci, même si ce n'est pas millimétré, bien entendu. Mais nous, je me rappelle, quand on était enfant, nous, on se promenait jusqu'à, je sais pas, c'est vrai, le soir, il faut rentrer, mais on passait notre temps
Dehors, personne ne dit qu'est-ce que tu fais. Et heureusement, même en ce moment-là, on va dire qu'en ce moment, euh, peut-être que l'environnement n'était pas aussi défectueux que maintenant. Et donc, le temps est mal géré, mal suivi. On ne sait pas ce qu'on a fait, sur quoi l'attention de l'enfant est portée. Et donc, depuis tout petit, on lui apprend que le temps est élastique et infini. Il n'a pas la notion de l'urgence, la notion de l'utilisation du temps, pas comme l'enfant qui sait que je fais ça, ensuite je range, ensuite. Et donc, dès la base, nous avons un problème par rapport à ces deux ressources. Et c'est pareil pour les autres ressources qui viennent, dont je disais qu'on va laisser les gens découvrir. Mais globalement, il y a un vrai problème dans l'utilisation. Celui qui sait bien utiliser ses ressources de vie, il n'y a rien à faire, il va en faire une belle construction. Merci, merci, Maman Mourou. Merci, Maman Mourou. Avec Effectivement, plaisir. nous avons laissé pas mal de points donc en suspens. Vous découvrirez cela quand vous aurez vraiment commandé le bouquin ou le recommande. Et puis, c'est faire vraiment œuvre utile pour notre ami, notre frère, donc qui est là, qui a créé un bouquin super. Franchement, ça, je le dis. Je connais pas mal ce milieu-là littéraire, etc. Je peux dire que vraiment, ce sont des idées novatrices qu'il a expérimentées, qu'il a dites ici, et que nous devons mais vraiment prendre et appliquer donc effectivement donc ces idées-là. Et c'est un bouquin, comme je l'ai dit, qu'il faut avoir vraiment à son chevet. Hein. Donc à tout moment de la vie, on peut l'ouvrir et s'en inspirer. Merci, Maman Omarou. Donc, Avec je vois plaisir. qu'il nous reste quelques minutes pour répondre à certaines questions. Je ne sais pas, Adam, si tu as pu récolter les questions des uns et des autres. Donc, nous serons ravis, Maman sera ravi de répondre à toutes ces questions-là. Oui, bonjour Lalo, bonjour Maman. Merci pour votre présentation. Non, non, il n'y a pas eu de questions écrites dans la discussion, mais je vais juste, avant de donner la parole à tout le monde pour les questions, moi, je voulais juste parler de la diaspora, parce que Maman était aussi une personne très active au sein de la diaspora, et dans le bouquin, je sais qu'il y a une partie qu'il avait dédiée à la diaspora sous son engagement, mais surtout aussi une partie où il a évoqué le CONIF. Donc, c'est aussi intéressant de dire ça et surtout le remercier parce que c'est une forme de reconnaissance au nom de toute la diaspora et merci. Merci, avec plaisir. Merci. Il y a des questions. Je vois pas mal de personnes poser des questions, même si vous n'avez pas lu le bouquin, parce que on n'a pas besoin. C'est le livre de la vie, comme on dit, hein, c'est le chantier de la vie. Comment on maçonne effectivement donc sa vie en faisant donc cette maison-là formidable qui est la vie. Je pense que on n'a pas besoin pratiquement pour le moment, hein, donc de lire le bouquin. Mais dès lundi, essayez de le commander vraiment sur les liens qui ont été diffusés donc, dans le flyer. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser la question. Maman, quand on lit le livre Le Sentier de la vie, je veux savoir quelle est la place que tu as donnée au genre, l'homme et la femme, et, et aussi quelle est la place du climat. Waouh! La place du climat. Le climat, c'est-à-dire Ben, aujourd'hui, avec le changement climatique, OK. en gros, ce que je vais dire par là, toutes les hostilités auxquelles on peut être confronté une fois qu'on prend la décision de sortir de son confort, quoi. Donc, pour être plus précis, quoi. OK, On peut se OK. poser toutes ces questions-là, toutes les difficultés. On peut aussi mettre le sujet de climat ou même des guerres. Hein, aujourd'hui, la question de la paix aussi. Donc, je voulais juste comprendre, euh, quand je vois le titre, je vais me poser cette question, le ceinture de la vie, qu'on est dans un monde aujourd'hui complètement, disons, ébloué, si tu veux. Et, et aussi, ce sont les premières questions que je me pose. Donc, quelle est la OK. place que tu as donnée au JAR dans ton bouquin, mais aussi est-ce que ce côté environnement, climat a des enjeux aussi? Euh, il peut y avoir une répercussion, Adam, pour le climat,
mais elle n'est pas directe. Vraiment, il faut peut-être bien gratter sous le vernis pour la voir. Cette répercussion, c'est le fait de toujours regarder les conséquences qu'il y a derrière, par exemple, une décision. Donc, quelqu'un qui est bien en alerte par rapport à ça va effectivement peut-être avoir une propension à mieux défendre le climat. Mais bon, je ne garantis pas que c'est automatique. Dès qu'on va lire le livre, on va être directement chez Greenpeace. Donc, ce n'est pas ça le propos, mais il y a quand même cet aspect, encore une fois, indirect, qui veut que nous regardions les conséquences, surtout positives, ce que nous gagnons ou ce que nous allons perdre, par exemple, suite à une décision. Ça, c'est ce que je peux dire rapidement par rapport au climat. Par rapport à la notion de genre, je pense qu'il y a beaucoup de passages dans le livre qui en font cas, pas forcément pour spécifier genre masculin ou féminin, mais ça va aider énormément à mieux concilier les deux, à mieux vivre ensemble. Je me suis beaucoup inspiré dans certains passages de ces livres, de certains témoignages que j'ai reçus d'hommes ou de femmes mariées. Il y a beaucoup de femmes que j'accompagne en coaching avec lesquelles on discute par exemple sur certaines choses qu'elles vivent et avec l'utilisation de certains outils et de certaines approches, elles ont pu avoir de meilleurs résultats. Donc, dans ce cadre, oui, je pense que ça s'adresse. J'ai aussi beaucoup d'hommes mariés hein, ou non même ou célibataires. Donc, la notion de genre se trouve encore une fois de manière indirecte, c'est-à-dire que comment deux personnes vont mieux vivre ensemble en comprenant le fonctionnement pardon, de l'être humain. Parce que j'explique par exemple que nous avons tous trois niveaux, ce que j'ai appelé les trois étages de vie. Le niveau physique, le niveau psychique et le niveau spirituel, l'esprit. Et lorsque vous êtes dans le niveau physique, la seule chose qui compte, c'est les différents systèmes qui composent le physique de chaque personne. Nous avons 9 systèmes qui composent le physique de chaque personne, n'est-ce pas? Le système nerveux, le système musculaire, squelettique, urinaire, digestif, endocrinien, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le physique. Maintenant, quand vous partez un étage plus haut dans votre existence, vous allez rencontrer la dimension de votre âme. Et dans votre âme, ce n'est plus physique, c'est tout ce qui est centre de désir, de plaisir, d'intérêt, d'émotion, de sentiment, ainsi de suite. Et vous avez la dimension de l'esprit qui, lui, il est le centre des pensées et des réflexions et du raisonnement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez deux personnes qui vivent leur vie au premier étage, eh bien, je vous garantis qu'ils peuvent vivre un enfer. Parce que quand vous êtes dans la dimension physique, votre cerveau ne voit que de la physique, que du physique, pardon. Le cerveau, c'est une machine. Hein. Le cerveau, il est très intelligent, mais c'est une machine. Donc, ce qui va se passer quand vous avez deux personnes qui vivent dans le physique, on peut s'insulter, pourtant, peut-être on s'aime. Vous pouvez frapper la personne, peut-être, pourtant vous l'aimez. Vous pouvez faire du mal, parler très mal, pourtant vous l'aimez. Donc, vivre dans la dimension physique, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'humain, eh bien, vous pouvez souffrir ou faire souffrir les autres qui sont autour de vous. Mais celui qui sait comprendre comment fonctionne l'humain, et qu'il a travaillé pour pouvoir changer de dimension. Imaginez que votre mari ou votre femme vous a fait quelque chose de mal ou vous a dit quelque chose de mal. Si vous restez dans la dimension physique, encore une fois, vous allez réagir parce que la dimension physique, c'est action-réaction. Tu m'insultes, je cherche l'insulte la plus horrible. Tu me cognes, je cherche l'objet le plus tranchant. Quel que soit votre statut, vous allez réagir comme ça. C'est vraiment action-réaction. Par contre, si vous êtes capable, même quand c'est chaud, de changer de dimension, d'aller dans le psychique, regardez les intérêts, regardez les centres d'intérêt, regardez des raisons qui sont plus que les considérations instinctives, votre réaction ne sera pas pareille. Et si vous êtes capable encore de monter un peu plus haut dans la dimension spirituelle, vous n'êtes pas encore pareil dans la réaction. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça apporte, c'est vrai que j'ai ramené tout au couple, mais de manière générale, je pense que comprendre ces différentes notions dans le livre peuvent aider à avoir des meilleures altercations, des meilleures interactions avec les gens qui nous entourent, quel que soit le genre d'ailleurs. Ok, merci. Oui, vas-y. Il y a
Merci, maman, pour ces réponses. Il y a Abdelkader qui a levé la main. Et après Abdelkader, il y a Moussa qui a dit qu'il a une question aussi. Donc, Moussa, il a écrit sa question. Donc, après Abdelkader, je lirai la question de Moussa. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci Maman pour la présentation et puis aussi merci à Lalo pour l'animation. Encore une fois, félicitations pour le bouquin. Moi, j'ai énormément apprécié. Alors, merci. Moi, j'ai une question par rapport à la zone d'excellence. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle ne dépend pas de la culture aussi de l'endroit où on se trouve? Parce que tout à l'heure, vous parlez de lorsqu'on se retrouve plutôt dans une zone où on est fortement critiqué, on devrait se poser la question quand même si on est vraiment dans notre zone d'excellence. Alors, je vous donne un exemple et puis je m'arrête là. À titre personnel, moi, on a essayé de créer, on a essayé de créer une entreprise en France et au Niger. En France, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on est bien à l'aise dans ce qu'on fait, alors qu'au Niger, ça fait 2 ans qu'on essaie, mais ça ne marche pas. Bon, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les aborder, mais c'est juste pour illustrer un peu ce que je voulais dire. Voilà, merci. OK. Donc, déjà... Maman, avant ta réponse, je vais me permettre de te lire la question de Moussa, comme ça tu peux enchaîner les deux. Il dit quel rôle joue l'addiction parmi les obstacles qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs de vie? OK, très bien. Donc, 2 grosses questions ensemble. La première concernant est-ce que le milieu intervient dans la zone d'excellence? C'est sûr, Abdelkader, le milieu va intervenir. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut juste se dire que dans tous les cas, il faudra se battre. En fait, on explique que lorsque vous avez un projet, quel qu'il soit, il y a 12 étapes que vous devez franchir pour voir les résultats de ce projet. Et en fonction de là où vous êtes, par exemple, je crois que c'est la 5e étape, il y a un Américain qui a écrit un excellent livre, Joseph Campbell, qui l'avait appelé le héros aux 1000 visages. C'est-à-dire qu'on a tous des héros pour faire des choses, mais on peut tuer des héros malheureusement en cours de route et ce qui fait qu'on n'a pas de résultat tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que la 5e étape, je crois, du chemin du héros, c'est que vous allez rencontrer des amis, des ennemis, des gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, des gens qui vont vous mettre les choses difficiles, des gens qui vont vous insulter, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous êtes vraiment dans votre zone d'excellence, il faut savoir que vous avez le droit de ne pas laisser tomber, quelle que soit la difficulté. Parce qu'à cette 5e étape-là, en fonction de là où vous êtes, quand vous êtes en France, l'environnement n'est pas beaucoup, par exemple, entre guillemets, compliqué sur ce plan-là, sur le plan d'avoir des ennemis, des difficultés. Peut-être que ce n'est pas pareil, mais la culture chez nous en Afrique, malheureusement, des gens même que tu connais, des gens qui sont censés même t'appuyer, vont être peut-être les premiers à te flinguer. Quelqu'un m'a raconté qu'il n'y a pas longtemps, c'est même un de ses parents qui disait à quelqu'un de ne pas lui faire la promotion. Tout simplement parce qu'on ne veut pas voir la famille que lui, il monte alors que les autres sont un peu plus bas. Donc, on a une culture qui est vraiment ce qu'elle est, qui nécessite une éducation de fond. Donc, effectivement, le cycle que tu vas parcourir sur le même projet au Niger ne connaîtra pas les mêmes réalités qu'en France. La seule chose, Abdelkader, c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est voilà, de la persévérance et de se rendre compte de cela. Et tant que la vision, elle est claire, toujours se battre pour aller. Mais ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Et d'ailleurs, tu as fait un petit diagnostic tout à l'heure quand tu disais que il y a peut-être une raison parce qu'on n'a peut-être pas mis beaucoup de temps pour ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a déjà cette notion d'autocritique aussi qu'il faut se porter et voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais changer en moi pour que je puisse avancer dans ce projet-là. Il y a vraiment un mélange de tout, mais oui, l'environnement compte beaucoup pour répondre à ta question. La deuxième question concernant les addictions. Le rôle des addictions parmi les obstacles qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs. Bon, je ne sais pas de quelle addiction il parle, voilà. parce qu'il faut être précis.
à l'alcool, à la cigarette, au vice, j'en sais rien. S'il peut être plus précis. S'il est en ligne, il peut prendre la parole. Moussa, tu peux parler? Est-ce que tu l'as vu en ligne, là? Je pense qu'il est en ligne. Bon, OK. En attendant qu'il revienne pour nous préciser sa question, je pense qu'il y a Ibrahim Adamoulou. Ibrahim, tu peux prendre la parole? Oui, bonsoir Maman, bonsoir Lalo, bonsoir Adam et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ibrahim, bonsoir. Bon, parfait. En tout cas, tout d'abord, je tiens à te féliciter pour cette parution, pour cette publication très riche et en tout cas, qui devrait permettre à chacun d'entre nous de prendre conscience de ses potentiels et puis découvrir aussi les moyens pour les exploiter de manière optimale. Je le répète régulièrement que, comme tu l'as très bien rappelé aussi, tout le monde a du talent, mais malheureusement, très peu en prennent conscience déjà, et puis pour pouvoir même les exploiter. Et je pense que ton œuvre est d'une grande importance et surtout peut beaucoup aider dans ce sens-là. Je tiens aussi à remercier le CONIF pour cette initiative qui à la fois honore la diaspora et aussi surtout les écrivains parce qu'on a beaucoup de talents et malheureusement pour diverses raisons, voilà, on a du mal à les mettre en valeur, mais je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faut pérenniser dans le temps. Lalo, Maman et puis Adam aussi et bien d'autres membres qui sont là font beaucoup de choses effectivement dans ce sens-là, mais je pense qu'on peut encore mieux faire et j'encourage tout le monde à aller dans ce sens-là. Voilà, donc ceci dit, ma question c'était au niveau de l'aspect émotionnel. Dans tout ce qui a été dit, on sait que... excusez-moi, je suis avec les petits, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bon. Oui, donc rapidement, c'était par rapport à l'aspect émotionnel. Comment essayer de le réguler quand on sait que des fois, malgré la persévérance dont on peut montrer, mais quand même, des fois, on a du mal, compte tenu du fait que certains obstacles auxquels on peut faire face peuvent nous amener à réagir autrement. Voilà, c'est ça ma question. Bon, merci beaucoup encore. Merci Ibrahim, on a compris, c'est pas évident. Merci Ibrahim. Donc, la question émotionnelle, elle va être liée à ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, les 3 niveaux de fonctionnement de chaque humain. Ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez créer de nouvelles émotions à quelqu'un avec qui vous êtes censé vivre, par exemple. Des fois, vous allez voir des gens qui sont censés vivre ensemble, soit un père avec ses enfants, mais qu'ils ne supportent absolument pas. Soit parce qu'il y a telle ou telle attitude, ils ne se supportent plus. Ou bien vous allez voir un couple qui ne se supporte plus tout simplement. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont créés ce que j'appelle des comptes. Je dis que l'âme a une compte dans laquelle vous avez une banque, dans laquelle vous avez beaucoup de comptes émotionnels. L'esprit, c'est aussi la banque de vos pensées dans laquelle vous créez beaucoup de comptes. Imaginez que vous passez 10 minutes ou même 1 minute à penser négativement de quelqu'un. Automatiquement, c'est comme si vous lui avez créé un compte malheureusement négatif dans votre banque des pensées. Et comme votre banque émotionnelle est liée au compte des pensées, c'est-à-dire chaque pensée est liée à une émotion, le simple fait de penser négativement à la personne, vous allez activer une émotion particulière et le cerveau va prendre cette information pour générer des neurotransmetteurs particuliers, soit du cortisol, soit de l'adrénaline ou de la sérotonine ou de la dopamine ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, votre pensée, elle est puissante. Quand vous nourrissez des choses vis-à-vis de quelqu'un, même s'il a posé l'acte, mais vous l'interprétez négativement, vous êtes en train de créer un chemin pour le détester. Et à force de le répéter, vous serez surpris du résultat. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que vous pouvez faire alors le processus inverse. Ayez des temps de méditation et de réflexion et de concentration pour les gens qui vous entourent. Vos enfants, ayez des temps où on va fermer les yeux, se concentrer et puis envoyer des émotions positives à ses enfants. Envoyer des émotions positives à sa femme, à son mari. Et le subconscient ne faisant aucune différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, il pense que c'est vrai. Par exemple, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'affection et de l'amour.
C'est une hormone qui se dégage, par exemple, en général, lorsque vous êtes en contact de la peau avec la personne. C'est pour ça que vous allez voir en Occident, quand une femme accouche, la première chose, on met l'enfant contre sa peau. On lui demande de retirer le haut et on lui met l'enfant contre sa peau. Même le père, on lui demande d'enlever le t-shirt pour que le contact, parce que c'est les premiers moments où l'ocytocine, elle va créer le lien d'affection entre vous et l'enfant. Et pendant l'allaitement aussi, c'est au moment où l'ocytocine est beaucoup générée par les femmes. Bref, donc quand vous avez beaucoup de moments d'attention et de câlin, vous créez cette hormone. Les 3 étages de votre vie, eux, ils voient juste les résultats et vous renforcez le lien. Donc, vous pouvez le faire par la pensée. Par exemple, fermez les yeux, pensez que je suis en train d'embrasser mes enfants, ou ma femme, ou votre mari. Le cerveau va, la pensée va activer une émotion qui, elle, va faire réagir le cerveau et votre physique va réagir. Imaginez que je vous parle de, je ne sais pas ce que vous adorez le plus dans la bouffe. Si je vous dis, je ne sais pas, voilà, je ne vais pas citer un nom d'aliment, il ne faut pas que vous dites que j'ai faim. Et donc, du coup, imaginez un aliment qui vous plaît. Dès qu'on va en parler, qu'est-ce qui va se passer? Ou je vous montre l'image, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez saliver. Saliver, hein? Pourtant, vous ne l'avez pas mangé. La pensée s'est connectée à une émotion et le cerveau, ne sachant pas que c'est juste votre imagination, eh bien, il enclenche le reste. Et c'est pour ça que quand il y a un problème entre vous et quelqu'un, vous allez voir que c'est comme une sorte d'escalade parce que vous continuez à penser. Il y a des gens même qui n'arrivent même pas à dormir tellement qu'ils pensent à la chose. Mais ils ne savent pas qu'ils ne font que alimenter les comptes négatifs et in fine, vous allez avoir de l'aversion pour cette personne. Donc, Ibrahim, pour finir sur cette question, les émotions, c'est des choses qui se créent, c'est des choses qu'on peut manipuler à sa guise. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas le dessus par rapport à ça, c'est votre instinct naturel qui prend le dessus. Et l'instinct naturel, c'est que le cerveau il est là pour vous protéger. Votre propre cerveau peut faire en sorte que vous détestiez quelqu'un que vous aimez parce que votre cerveau ne connaît pas votre femme ou votre mari ou votre fils ou votre boss ou votre ami. Le cerveau, c'est une machine. C'est votre âme qui gère tout, le conscient et le subconscient qui est dans votre âme. Et donc, c'est à vous de faire en sorte que le cerveau participe à votre bonheur, comme on le dit tout le temps. D'accord? Donc, on peut vraiment se créer ces moments de méditation, de concentration, de réflexion et inviter l'autre aussi à faire autant et vous allez voir que les choses peuvent changer. OK. C'est passé à une autre question. Il y a Moussa qui essaye de préciser. Je parle de toutes les addictions qui sont susceptibles d'être des entraves dans nos vies et si possible, comment les combattre? Donc, toutes les addictions qui sont sensibles de créer des entraves. Effectivement, il y a beaucoup d'addictions. L'addiction, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, c'est que dans notre cerveau, le cerveau, il est attiré par 2 choses, hein, la récompense et le risque. Donc, dans la récompense, il va chercher quoi? Il va aller chercher la génération de la dopamine, puisque la dopamine, elle est dopante. La sérotonine, elle est relaxante. Donc, le cerveau, il cherche ce genre de choses pour sentir que tout va bien et envoie une sensation de bien-être dans notre corps. Et Dieu a mis un processus naturel pour cela. Par exemple, quand vous mangez un bon plat, vous allez sentir que vous êtes content. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des informations, des émotions et il y a eu sécrétion de certaines hormones particulières et qui a fait que vous sentez cette sensation-là. Maintenant, lorsque vous faites quelque chose qui amène une dose qui est différente de la normale, le niveau de sensation va monter à un niveau où le cerveau n'est plus content tant qu'il n'a pas ce niveau-là. Et malheureusement, vous êtes en train de modifier le cycle de récompense du cerveau qui date de 2 milliards d'années que vous êtes en train de changer. Regardez par exemple les drogués. Vous savez pourquoi les drogués, la première dose, ils vous l'offrent? Parce qu'ils savent que dès que vous la prenez, votre circuit de récompense a mis la barre haute et votre cerveau va toujours vouloir avoir cette dose-là pour que les choses se passent bien. Et vous allez toujours chercher ce niveau-là et plus tard, il met encore la barre plus haute et vous allez chercher ce niveau. C'est comme quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit. Lorsqu'il a bu, il a eu une sécrétion anormale de ses neurotransmetteurs. Le cerveau, il dit, ah oui, maintenant, on n'est plus à la normale, on est à tel niveau. Et après, il va vouloir ce niveau. Sinon, vous n'êtes pas bien, il vous faut votre clope, il vous faut fumer.
Et plus vous le faites, et après le premier, il détruit les neurotransmetteurs qui donnent le bonheur, et après vous rentrez dans la souffrance. La chose que vous faisiez avec plaisir devient maintenant une souffrance. C'est pourquoi j'explique tout ça, c'est pour dire qu'en cas d'addiction, des fois, malheureusement, il faut une thérapie ou bien des soins même. D'accord? Vous pouvez faire, certes, par auto-hypnose, par méditation, concentration, mais en général, vous allez avoir besoin de passer par soit des soins ou une thérapie, mais c'est des choses comment on appelle ça? Qui se règlent, qui se guérissent, on va dire, les addictions. Mais vous avez raison, Moussa, tant que ce n'est pas fait, malheureusement, ça peut être un vrai blocus pour le projet de vie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais globalement, je vais juste la relire. Euh, oui, ça peut être une vraie entrave à la vie parce que votre cerveau ne fonctionne plus normalement, en fait. Vous avez modifié son circuit de récompense et là, il n'a plus les mêmes standards, il n'a plus les mêmes besoins pour que les choses se passent bien. Il travaille soit par influx nerveux ou par neurotransmetteurs. Et donc, lorsque il n'a pas ces substances-là, soit il peut y avoir des inflammations. Et le cerveau, comme je le dis, le cerveau n'est pas intelligent. Votre propre cerveau peut vous détruire. Lui, il ne sait pas que la drogue va vous détruire. Il veut juste atteindre ce niveau pour sécréter les dopamines. Il ne sait pas que c'est la drogue. Il ne sait pas que quand vous la prenez, vous n'allez pas travailler pendant 8 heures et que vous n'avez pas de salaire. Il ne sait pas que quand vous la prenez, vous allez être peut-être très mauvais envers la famille. Il s'en fout, le cerveau, c'est une machine. Il demande juste sa substance et la personne va prendre encore. Il va encore demander, la personne continue. Jusqu'à ce que peut-être il se met soit en extinction ou burn-out ou des choses comme ça. Encore une fois, le cerveau, c'est une machine. Il peut nous amener au mur. Il ne le sait pas. Donc, il y a des techniques, soit par hypnose, comme je l'ai dit, soit par des soins thérapeutiques, pardon. On peut travailler sur les addictions, notamment au niveau des spécialistes, c'est vraiment possible. Mais c'est une très, très bonne question. Et en cas d'addiction, ça peut être un vrai problème pour le projet de vie. Merci. Telle qu'elle soit. Oui. Oui, c'est une question qui est quand même assez vaste, comme on peut l'imaginer. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Sinon, s'il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, j'ai juste, maman, oui. J'ai juste une dernière question. Maman, c'est le titre même du livre, Sentier de la vie. Il y a Maman qui nous rejoint. Le titre même du livre, Le Sentier de la vie, le choix du titre. Comment avez-vous eu ces choix de mots, Sentier de la vie? Il faut lire le bouquin. Voilà. Voilà. Une belle réponse de Lalo. En fait, le choix m'est venu, je ne sais pas si je vais dire bizarrement ou pas, mais en tout cas à la fin, quand j'ai tout fini, j'allais envoyer à l'éditeur. Je me suis dit non, le nom que j'avais au début ne me plaisait pas. Il était long, il n'était pas très parlant. Et j'étais là et ensuite je me suis dit, bon voilà, je vais maintenant relire tout le livre et voir qu'est-ce qui va sortir à l'œil. Et quand je lisais, c'est lorsque je suis arrivé sur le chapitre qui parlait de chantier, je pense que c'est le 9e chapitre du livre, c'est là où je me suis dit, waouh, c'est l'un des cœurs du livre, donc il peut représenter le nom. Donc le nom m'est venu vraiment à la dernière minute et je l'ai retenu, le chantier de la vie. Tu n'as pas rêvé de ça? Non, je n'en ai pas rêvé. Voilà. Moi, j'avais une question, mais je ne la poserai pas parce que vraiment, il faut acheter le bouquin pour trouver cette réponse-là. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur, franchement, là-dessus, avec une enquête justement, qui a été faite auprès d'un échantillon de plus de 700 personnes aux États-Unis, dans un quartier pauvre de Boston. Vraiment, ça vaut le détour. Donc, pour savoir, franchement, en quoi on peut exactement donc mettre le bonheur. Est-ce que, voilà, c'est être riche, etc., etc. Donc, ça, je n'en dis pas plus que ça. Vous le découvrirez justement donc en lisant le bouquin. Je pense que là, on va fermer la boutique. Ouais, du coup, Lalo, avant de fermer la boutique, je voudrais juste parler à Zabairu côté Canada. Je voudrais juste faire un plaidoyer pour faire la promotion de ces bouquins au niveau de nos compatriotes qui sont au Canada. Nos amis des États-Unis, on va les contacter par mail et puis en envoyant aussi
le fichier de presse, Maman, le dossier de presse à nos amis des États-Unis. Mais Zabairu, comme tu es en ligne, on compte sur toi. Oui, c'est sûr, Adam, on a déjà commencé la promotion et j'ai commencé par ma femme qui est à côté déjà. Elle est déjà intéressée, donc on va continuer à faire la promotion, Inch'Allah. Maman, c'est quelqu'un qu'on a connu par le passé. Il nous a fait une belle présentation pour l'entrepreneuriat. Parce que pour nous, il faudrait que les gens sortent de leur zone de confort de 35 000 par an pour aller chercher les 6 chiffres par an. Donc, c'est ce qui nous permettra peut-être d'atteindre une autonomie, quoi. Aujourd'hui, si le pays a besoin de nous, c'est très difficile de mobiliser des ressources. Les gens, à peine ils arrivent à débloquer $20 pour acheter une carte de membre. Et ça se justifie par le fait qu'ils vivent dans une précarité. Donc, et les gens ne veulent même pas assister à des activités parce que, bon, si le vendredi, je chôme 8 heures, c'est sûr qu'à la fin du mois, je vais le sentir dans mes billes et tout ça là. Donc, il faudrait vraiment que les gens arrivent à sortir de cette sable mouvante et aller vers, comment dirais-je, l'autonomie financière. Inch'Allah, Adam, comme je vous ai promis ça, nous allons faire la promotion et puis on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Yes, super. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Moi, je pense qu'on va pas te lâcher. Il est 18h06. On devrait terminer à 18h. Mais rapidement, il y a Yacouba Garba Ibrahim qui dit il serait bien aussi de traduire le livre en anglais. Il y a Ibrahim Adamoulouche qui dit est-ce que Maman prévoit de faire une tournée en France pour promouvoir son bouquin? Et puis, est-ce que le bouquin aussi sera disponible à Niamey? À Niamey, parce voilà. que ça, c'est important, nos amis de Niamey. Oui, à Niamey, oui, il sera disponible. D'ailleurs, je vais, Inch'Allah, partir peut-être dans une dizaine de jours et je vais amener peut-être 200 exemplaires, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont demandé d'en avoir. Et puis, on est en train de voir avec les transitaires pour pouvoir aussi les faire acheminer dans les librairies. Donc, il sera, Inch'Allah, disponible à Niamey. Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue? J'attends le retour de la maison d'édition. Ils ont envoyé des exemplaires déjà à des maisons de presse avec des librairies. Donc, j'attends le retour peut-être d'ici la fin du mois de mars. On va savoir qu'est-ce qui est prévu. Mais normalement, je compte aussi, si toutefois eux, ils se limitent qu'aux librairies, je compte voir aussi comment on peut organiser, notamment surtout avec la diaspora, essayer d'organiser des tournées dans les villes, par exemple, pourquoi pas à Lyon ou d'autres villes en France ou même ailleurs, hein, pour parler, discuter avec les gens du livre et puis le rendre disponible aussi, que les gens puissent l'avoir sur place. Donc, ça, c'est pas encore décidé, mais c'est possible, effectivement. C'est une bonne chose. En plus, donc là, comme vous savez, dans les activités du CONIF, nous prévoyons une journée littéraire. Ça fait un bout de temps qu'on a cette idée-là. Je pense que cette année, peut-être à la rentrée, qui considérera la rentrée littéraire, effectivement, donc nous ferons sûrement une journée littéraire donc, du CONIF, comme ça pour mettre vraiment sur le diapason tous nos écrivains donc, qui sont là, Maman, et puis tous les autres qui ont sorti des bouquins ces derniers temps, et puis aussi des écrivains africains que nous ferons venir donc, à cet événement-là. Voilà, donc vous suivez les activités du CONIF et on vous dira un peu plus. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions, Adam? Non, il n'y a pas d'autres questions. Juste une information pour Maman. Donc, Taro Abdou qui a écrit le bouquin Le rêve, bâtir l'Afrique du rêve, de nos rêves. C'est ça le titre, bâtir l'Afrique de nos rêves. Okay. Donc, il est OK pour faire une confrontation avec toi. Et donc, du coup, je pense que un échange, il faut dire échange. Un échange, voilà. Bon, un échange. Il est d'accord pour faire un échange avec toi pour voir dans les deux bouquins des informations et des idées qui peuvent sortir. Donc, du coup, je pense que la prochaine étape, on va faire une présentation de son bouquin à lui. Et puis, en troisième lieu, on organisera un échange pour voir les deux bouquins. Et c'est l'occasion aussi d'échanger là-dessus. Par contre, je pense aussi à Aïcha Maki aussi, qui a fait une remarque en disant les écrivains aussi doivent
quelque part avoir des échanges avec eux qui sont dans le cinéma, parce qu'il y a la littérature aussi côté cinéma. Donc, il y a aussi cette idée, elle peut peut-être s'introduire dans l'échange que vous aurez avec le bouquin de Taro, parce qu'ils se connaissent aussi. Très bien. On va voir comment on va faire pour organiser ça, mais je pense que c'est des bonnes idées sur lesquelles on peut se lancer. Les Abeilles aussi, ça serait bien que peut-être les prochaines fois qu'on l'organise, que ça soit une co-organisation avec vous. Et puis même de votre côté, si vous organisez un truc sur la littérature, nous sommes ouverts pour une co-organisation pour travailler ensemble et puis, comme tu dis, faire la promotion de notre pays. Voilà, okay. Donc là, je te laisse. Donc juste pour dire... Adam, oui, si vous permettez, il y a une idée qui est là. Peut-être avec le promoteur du livre, on va essayer de voir s'il va faire un tarif spécial pour que le RNC s'en procure une quantité et puis que nous allons... au cours des activités, offrir à nos membres qui se sont distingués, parce que bon, c'est ça aussi la récompense. Donc, on va se procurer une quantité et puis les distribuer gracieusement aux membres de la communauté, Inch'Allah. J'en parlerai au comité exécutif et on va te recontacter, Adam ou Maman. Vous avez nos contacts, donc pour la suite, Inch'Allah. Très bien. Ok, ça marche. Oui, donc juste pour dire, effectivement, Adam, tu as bien fait de parler des écrivains et des artistes, des cinéastes. Il faut rappeler que Rabiou Taro est scénariste d'un film qui va sortir là de Jaloud Zainou, qui s'appelle Kumba. Donc, il a coécrit le scénario, effectivement. Et il y a certaines personnes, effectivement, donc, qui écrivent et qui proposent à des artistes comme ça, donc des scénarios de films, des scénarios, etc. Donc, ça serait bien aussi de les mettre un peu à l'honneur. Donc, écrivains, artistes, je pense que le mélange serait bien de les honorer lors de nos activités prochaines. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions qui se profilent, je pense que Maman... Juste là, une dernière information, c'est que Maman, quand on a démarré la présentation au bon milieu, là, j'ai reçu un coup de fil, nous avons perdu un compatriote à Nantes. Donc, du coup, je vous prie, s'il vous plaît, de faire les prières et puis la famille veut que le corps soit rapatrié, donc je pense que on va essayer de s'occuper, mais ça, c'est aussi le côté qu'il ne faut pas oublier. On est tous là, mais personne ne connaît sa fin. Donc, Maman t'a parlé de ça en disant qu'on est appelé à quitter ce monde. Mais je prie Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Amen. Voilà. Ok, donc, bon, Maman, voilà, donc on arrive au terme de cette entrevue. Je ne sais pas, un dernier mot comme ça pour clôturer la séance. Bon, un dernier mot, c'est juste peut-être dire que tout le monde est vraiment responsable de A à Z, comme je le dis, de sa vie, et que tous les événements extérieurs et les autres qui peuvent nous empêcher d'avancer ne sont que, comme je le dis, le vent ou la tempête qui viennent tester la solidité de notre édifice. Donc, on peut tous se créer, construire, pardon, des édifices, des tours imprenables dans la vie. Et il n'y aura pas de répit, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des vicissitudes, il y aura toujours des complications, mais il faut qu'on arrive à s'en sortir pour avancer malgré tout. Et puis se donner vraiment l'occasion de rêver et de ne pas rêver petit aussi en fonction, concernant la vie, pardon. Donc de rêver très grand et puis de se donner les moyens de le réaliser. Voilà un peu le mot de la fin que je voulais partager. D'accord, bon, ben merci Maman. Et puis, bon vent à ce bouquin. Merci. Je pense qu'il est bien parti, hein, il est bien parti pour faire un bon score. Et puis, si vous voulez le commander, c'est aux éditions Baudelaire, hein, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est une filiale de Hachette, je pense, distribution. Tout à fait. Vous essaierez de voir avec le flyer, donc il y a toutes les indications pour effectivement donc commander ce bouquin dont je recommande et qu'il faut avoir vraiment à côté de soi. Merci à tous et puis à la prochaine, à une autre entrevue. Merci. Merci Maman. Merci Lalo. Merci à tous.